Il y a un ministre dans ce pays qu'on appelle ministre de l'administration territoriale qui décide que la constitution n'est rien, la loi n'est rien, tout ce que vous venez de dire là n'est rien. Lui, il est je sais pas, dans les héros de bande dessinée, celui qui saccage tout, Zorro. Qui décide. Non, Zorro, même quelqu'un de fin, c'était un justicier. Je sais pas, il faut trouver quelqu'un de plus sombre. Donc, voilà, lui, il décide que tel est et tel n'est pas. Il dit à qui il veut l'entendre que je vais le détruire, je vais l'éteindre. Mais j'ai envie de lui demander qu'est-ce que je vous dois, monsieur. D'abord, je parle rarement de lui parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire de lui ou de son travail. Donc, même à l'Assemblée. Donc qu'est-ce que je vous dois? Qu'est-ce que vous me devez? Quel problème on a? J'ai appris l'autre jour, dans l'interview, je l'ai faite sur le canal de M. Tonga. M. Tonga me dit, oui, nous avons appris de l'entourage de M. Kona que c'est M. Atangandji qui vous a recommandé à la tête du PCN. J'ai dit, mais c'est pas possible. Donc eux ils se connaissaient depuis c'est pas trop, et de tous les partis politiques c'est seulement celui-là pour aller le chercher à Guidigis qui m'a recommandé, mais c'est absolument ridicule. Donc nous savons aujourd'hui que apparemment Cabral Libye dérange et que dans leur faction qu'ils ont dans le régime et les gens qui se préparent à prendre le pouvoir, apparemment Cabral Libye doit être écarté de la voie de certaines personnes, doit être écarté du chemin de certaines personnes, et c'est pour cela qu'on fait ça. C'est aussi simple que ça, parce que sinon, comment m'expliquer que, ok, complètement déboussolé par cette affaire, je suis même tellement énervé que je me dis que bon, je préfère ne même pas parler avec ce papa-là. Je rappelle que en plus on s'occupe de lui autant qu'on peut, hein, et de lui et même des enfants d'ailleurs autant qu'un peu, mais ça c'est par reconnaissance, donc je ne vais pas revenir par décence sur les montants envoyés tel jour ou ceci ou cela, et que finalement on se demande, mais ce papa, on connaît sa situation sociale. Où trouve-t-il les moyens pour des assignations, payer les avocats, payer des huissiers? Et finalement, nous décidons de le faire venir à Yaoundé pour qu'on puisse échanger. Je mets en place le bureau politique du parti, je fais rapidement, siège le 2 décembre, je mets en place un comité de dialogue et de conciliation qui va à sa rencontre le lundi 4 ou 5. Et ils tombent d'accord sur une feuille de route de sortie de crise, mais il leur dit vers 2h du matin, attendez, j'ai reçu un coup de fil du MINAT, je le vois demain et quand je sors de là, nous paraphons nos documents. Il va au MINAT le lendemain, il disparaît de la circulation et nous le verrons réapparaître à bord d'un Prado blanc à Kribi 2 jours après, pour faire une intervention volontaire dans l'affaire que nous avions introduite auprès du tribunal de grande instance, parce que l'interdiction de la manifestation donne lieu, avec la loi de 90, à une saisine du tribunal de grande instance qui sous huitaine se prononce par ordonnance. Et lui, il se retrouve à Kribi et il fait une intervention volontaire, figurez-vous, avec quel avocat? Ben, le même avocat que madame le sous-préfet. Et il remonte à Yaoundé, ben oui. Et curieusement, je dis bon, ok. Il disparaît 3 ou 4 jours de la circulation, il réapparaît. Et puis la commission remet la main sur lui et organise une ultime réunion à laquelle moi-même j'assiste. C'était un dimanche, nous faisons 6 heures de réunion avec les membres, les élus, les membres du bureau politique et lui, son camp. On tombe d'accord. D'ailleurs, c'est l'occasion pour moi de lui dire toute ma colère et de tous les mensonges qui ont été répandus. Et puis finalement, il me dit, mais moi je te reproche rien. Voilà, en fait, ce que je te reproche, des trucs mais complètement fallacieux. Et puis, on tombe d'accord sur la sortie de crise. D'ailleurs, il dit un truc ce jour, du moins un de ses proches. Il dit, oui, mais est-ce que vous savez que Papa Kona, pendant que vous êtes député et tout, lui, il n'a pas de maison, il n'a pas de lit, il n'a pas de télé, il n'a pas de salon, il n'a pas... Je dis, bon, ok. Je dois avouer que je n'étais pas au courant de tout cela, mais si on me l'avait dit, il est normal que si le parti rayonne, que l'un des pères fondateurs qui vit dans l'indigence, que lui aussi, il bénéficie quand même d'un minimum de commodité. Je dis, bon, ok, faisons une évaluation immédiate même de ce qu'il faut dans l'immédiat pour mettre un terme à ce descriptif, de mon point de vue quand même, qui n'est pas digne d'un fondateur d'un parti qui rayonne. On trouve là sur le coup une évaluation de 5 millions de francs CFA. Et là, séance tenante, j'avais encore dans mon sac, je l'ai dit ailleurs, les frais de session. Je vais chercher le 5e de ce montant, je pose sur la table en guise de bonne foi. On tombe d'accord sur une sortie de crise. Juste au moment où on lui dit, ben, il faut donc maintenant qu'on fasse un document, qu'on fasse des déclarations publiques pour dire que bon, les dissensions sont terminées. Il nous dit, on le fait demain parce que j'ai encore une réunion au MINAT. Et il va au MINAT le lendemain. Il a pris l'argent. Et quand il sort du MINAT, oui, mais bien évidemment, il a pris l'argent. Et quand il sort du MINAT, que
Il fait une conférence de presse à Yaoundé où il me traite de tous les noms d'oiseaux. Il raconte tout et n'importe quoi. Figurez-vous qu'en ce moment-là, il n'y a plus de dissensions internes. L'autorité administrative, curieusement, lui délivre un récépissé. Nous, notre congrès a été interdit. 1600 personnes préjudiciées. Mais lui, il le reçoit du sous-préfet de Yaoundé 1er. Un récépissé de manifestation publique, et cette fois adressé à qui? À président fondateur. Il ne se fait plus appeler maintenant président national. Il a compris que c'est une supercherie et sa forfaiture, c'est connu de tous. Maintenant, il se fait appeler président fondateur. Une fonction qui n'existe ni dans les statuts originels que eux-mêmes ont adoptés en 2001, ni dans les statuts que nous avons révisés l'an dernier en 2022. Et la conférence de presse a quand même lieu au Dioga Palace. Et curieusement, certains journalistes qui ont assisté à cette conférence de presse étaient appelés directement du cabinet du ministre de l'administration territoriale. Et l'un de vos mérites, c'est d'être jeune et vous présenter d'abord comme ou bien on vous présente comme le Macron camerounais. Mais ce qui est bizarre, à chaque fois que les jeunes se sont retrouvés en difficulté, vous vous êtes retrouvés du côté des vieux. Je ne reviens pas sur les affaires de la grève de 2004-2005, que tout le monde connaît à Yaoundé 2. Mais en 2014, les leaders de la DEC, Charles Barthélemy et Batum, sont arrêtés parce que le professeur Maurice Aurélien, ce dont on parlait tout à l'heure, institue une somme spéciale de 5 000 francs pour la carte d'étudiant. Ces leaders de la DEC s'opposent. Ils sont arrêtés, enfermés, suspendus. L'un à l'école normale supérieure et l'autre à l'école nationale polytechnique de Yaoundé. Sur les antennes d'Amplitude FM, avec certains de vos amis, vous avez soutenu et dit que le recteur avait raison de les faire arrêter, enfermer et de les suspendre au nom de la police administrative. Deuxième fois, David Eboutou et Patrice Sapak sont arrêtés pour leurs histoires dans une chaîne concurrente ici. Et vous passez sur cette chaîne-là, alors que vous étiez consultant également sur cette chaîne comme eux, vous soutenez qu'on avait raison de les arrêter et qu'ils étaient coupables, vous faisiez confiance à la justice. Plus tard, ils sont déclarés non coupables pour les faits de falsification en écriture privée et tentative de chantage, escroquerie et bien d'autres. On a dû pour les condamner, invoquer comme cela chantage par voie de... On ne va pas juger la justice. Bref, on ne juge pas la justice. Je vais juste remarquer qu'à chaque fois, que ce soit pour Patrice Sapak et David Eboutou, ou pour Charles Barthélemy et Batum Thierry, chaque fois, Cabral Libi s'est rangé du côté des aînés qui étaient les bourreaux de ces jeunes-là, qui étaient plus tard réhabilités. Vous pensez que vous êtes le candidat des jeunes avec ce genre de comportement? Je peux répondre? Je préfère m'adresser à vous maintenant. Dans mon quartier, on dit souvent à certaines personnes, il faut manger avant de boire. Et c'est ce conseil que j'ai envie de donner à M. Ndiaye Moussa. Jamais, sur une radio, je n'ai parlé de l'affaire. Les gens ont vu nos échanges Facebook. Hein? Ah, maintenant, ce n'est plus radio, c'est Facebook. Oui, les gens ont vu nos échanges Facebook. Il faut manger avant de boire. S'il vous plaît, les gens ont vu nos échanges Facebook. Permettons à Cabral de répondre. Je n'ai jamais parlé de cette affaire sur aucune radio. En revanche, j'ai soutenu la position prise sur une radio par M. Richard Macon. La position de Richard Macon, c'était celle-ci. Le recteur d'université exerce la police administrative dans l'université dont il a la charge. Et sur le fondement de ce droit que lui confèrent les textes de l'université, et je suis heureux que celui qui vient d'en faire l'apologie est maintenant celui qui est en train de les remettre en cause, en tout cas leur application en cause. C'est pour ça que je dis aux gens de boire ou de manger avant de boire. C'est ce que j'ai dit, que le recteur avait le droit d'exercer la police administrative. Une fois que tu as fait cette observation juridique, tu ne légitimes pas l'arrestation, puisque derrière j'ai bien dit que les revendications de ces étudiants devaient être prises Vous ne l'avez jamais dit. Ça c'est d'un. De deux. De deux. Est-ce qu'on peut maintenant sur l'affaire Sapak, il répond. Oui. Mais sur l'affaire Sapak, une fois encore, ceux qui nous regardent sont témoins. Toutes les émissions que j'ai faites sur la chaîne Vision 4 sont sur YouTube. Il ne me souvient pas, et moi je suis généralement lucide, qu'une seule fois on ait abordé cette question sur une des émissions à laquelle j'ai participé. Ah bon? À moins de me constituer responsable de ce que les gens disent
Non, on ne peut pas terminer en 1 minute. Moi, je vais rapidement continuer. Vous avez déclaré que vous êtes candidat pour 11 millions. Vous voulez être président de la République. Vous êtes juriste comme moi. Et si vous êtes candidat à la présidentielle, est-ce que vous savez que vous serez le chef des armées? Par exemple, quelle est la doctrine applicable actuellement dans les armées que vous voulez réformer? D'abord, je ne vous ai jamais dit que je réformais des doctrines. Quelle est la doctrine? Je ne savais même pas que l'armée camerounaise D'accord, je vais vous renseigner. était sous l'emprise. La doctrine de l'armée camerounaise, c'est la doctrine de défense ferme aux frontières qui nous amène aujourd'hui et qui nous rend incapables du droit de poursuite, comme on l'a vécu avec Boko Haram, par exemple. Le Nigeria a voulu le Nigeria, c'est ce qu'on appelle la Cameroun. doctrine ferme aux frontières. Je suppose que vous ne la connaissez pas. Passons, évoluons. Quelle est la doctrine en matière d'éducation, par exemple, que vous semblez connaître, que vous voulez réformer? D'abord, les questions de droit de poursuite ressortissent du champ du droit international dont je me provoque quelques petites expertises. Et ça n'a rien à voir Faux. avec l'armée. Rien à voir. Parce que le droit de poursuite extraterritorial. Le droit de poursuite ne profite pas qu'à l'armée. À la police aussi. Ça peut profiter aussi à la police. Il faut qu'on se comprenne. Tout à fait. Et d'ailleurs, en la matière, c'est plus la police que l'armée. J'espère que vous en saisissez bien la nuance. Monsieur Rudi Tongue, il faut qu'on Le se droit de comprenne. poursuite entre les S'il vous plaît, s'il les vous profs plaît. disent, définissent le droit de S'il vous poursuite plaît. à un autre Je ne petit parle niveau, pas des comme le profs. droit de faire la police En sur le territoire, sur notre 1994, territoire. les militaires nous suivent. Les gens se prévalent de ce qu'ils ne font pas. Les militaires nous suivent. En 1994, dans le cadre de la guerre contre Bakassi, nous avons développé et déposé au niveau des Nations Unies un concept de défense nationale qui remplaçait celui de la défense populaire, qui est celui de la défense ferme aux frontières. Ça veut dire que le Cameroun s'interdit, sauf sous l'égide des Nations Unies, d'intervenir au-delà de ses frontières. C'est déposé aux Nations Unies. Monsieur l'internationaliste très lucide. Le Cameroun a même formulé la demande auprès le Nigeria a formulé la demande auprès du Cameroun sans avoir de succès. Oui. D'accord. Et le Cameroun s'est interdit de cela. Oui, Monsieur tout à fait. l'internationaliste très lucide. Alors, évoluons. Au niveau de l'éducation, la doctrine, c'est celui de la démocratisation. C'est pour ça que quand vous lisez, que ce soit la loi d'orientation de l'éducation nationale, que ce soit la loi d'orientation de l'enseignement supérieur, on dit l'État garantit l'accès de l'éducation à tous. Vous comprenez un peu. Et c'est ça qui cause la massification. Monsieur le candidat ne le connaît pas. Non. Au niveau de l'économie, je voudrais qu'il nous explique rapidement votre programme au niveau de l'économie. Actuellement, je suppose, on fait les constats. C'est facile de dire que Douala n'a pas de route et on n'a pas de route. Est-ce que vous pouvez nous donner le trépied de l'économie camerounaise? Quels sont les 3 principes sur lesquels repose actuellement l'économie camerounaise et que vous voudrez critiquer? D'abord, je ne vous ai jamais dit que je critiquais les principes sur lesquels repose On sortira par là pour le duel. repose l'économie camerounaise, dont ne me demandez pas de répondre à une chose que je n'ai pas dite. En revanche, sur l'éducation, je voudrais quand même rappeler qu'il n'y a pas un seul État au monde qui ne promeut pas l'éducation. Donc, si c'est une particularité de la doctrine camerounaise... Non, la démocratisation de l'État, il y a des États qui limitent l'éducation à un certain niveau par rapport à certaines classes. Je veux juste dire, sur le plan de l'économie, le trépied de l'économie camerounaise, c'est quoi? Et vous voulez changer ça comment? On en sort. On sort par là, Mais vraiment. je ne vous ai jamais dit que je changeais les principes de l'économie. D'accord. Donc, ne me demandez pas de dire comment je vais faire une chose que je n'ai pas l'intention de faire. On va nous retirer l'antenne, on va poursuivre l'échange certainement sur notre page Facebook. Il ne pourra pas répondre dans tous les cas. Une seule question. Oui, Je j'enregistre votre demande question. juste que si demain, M. Cabral Libi est nommé par le président Biya, quelle sera sa réaction? J'enregistre la question, je vais la répercuter dans un instant. Merci Joya Moussa d'être passé par ici pour le duel. Malheureusement, nous allons devoir mettre un terme à l'émission parce que le temps s'en est allé sans qu'on s'en rende.